web radio du 30 mars 2022 sur un sujet fort intéressant et des collègues avec moi fort intéressants aussi pour ce soir. Donc, la web radio du 30 mars 2022, c'est l'acoustique en copropriété. Donc, les images en témoignent un peu, juste un peu exagérées, mais tout de même, on peut se comprendre sur le but de la chose. Donc, ce soir, j'ai le plaisir d'être encore votre animatrice, Valérie Couture, condo-stratégiste. Nous avons avec nous un collègue que je connais, qu'on a travaillé ensemble sur certains dossiers, Sébastien Trépanier de Acoustitech. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Bien, c'est un plaisir de t'avoir avec nous et on est accompagné aussi de votre collègue David Dompierre. Donc, David, votre son est fermé, juste l'ouvrir. Et bonsoir, David. Bonsoir, Valérie. Donc, David est ingénieur en acoustique. Alors, je ne fais pas fausse route en vous donnant ce titre-là ce soir. Pas du tout. Pas du tout. Et le dernier, non le moindre, que tout le Québec connaît, toute la France connaît, Maître Yves Jolicoeur. Merci, merci d'être avec nous encore ce soir, Maître Jolicoeur. C'est un plaisir. Donc, ce soir, notre web radio est une commandite d'une compagnie qui est très présente dans la copropriété, mais dans le domaine de l'assurance en général. C'est la firme de Gaudreau Assurance, qui est une firme très importante, qui a un grand bassin de clientèle, qui connaît bien la copropriété. Donc, pour nos auditeurs ce soir, ceux qui ont des défis avec l'assurance, on vous invite à appeler Vincent et son équipe chez Gaudreau Assurance pour vous aider. Donc, merci à Gaudreau Assurance. Vous comprenez que les commandites sont pour alimenter le site Condo Légal dans le sens où il y a un travail qui est fait de façon quotidienne et hebdomadaire pour entretenir toutes les fiches qui sont là-dessus, qui est pivoté par Maître Yves Jolicoeur et notre collègue aussi qui est derrière toujours, Gabriel. Donc, merci à Gaudreau Assurance de parrainer la séance de ce soir. Donc, on commence dans le vif du sujet. Dans un premier temps, pour être sûr que tout le monde comprend, je pense que la question que je vais poser, je vais l'envoyer directement à David. C'est quoi l'acoustique? Donc, est-ce que c'est pas juste en copropriété, j'imagine? Quand on parle d'acoustique, on parle de quoi exactement? La question très bonne, Valérie. En fait, l'acoustique, on va parler de la science de la propagation du son dans différents milieux. Bref, on peut parler de l'air, donc ce qu'on va entendre, les ondes sonores, par exemple, qui vont frapper notre tympan. On va parler d'acoustique vraiment usuelle, le son, par exemple, là, en copropriété. L'acoustique peut aussi être, en fait, écouter le son des baleines dans l'eau avec des microphones, donc propagation d'ondes sonores dans différents milieux. Dans certains milieux, en fait, on va parler de vibration, donc propagation de vibration, et dans d'autres, ça va être vraiment une onde, donc une onde sonore. OK. Donc, c'est vraiment, c'est des bruits c'est-tu des bruits d'impact? C'est-tu juste des bruits ambiants? Comment? En fait, non, c'est ça. L'acoustique, c'est vraiment une science qui vient englober tous les types de bruits, voyez ça comme ça, là, qui peuvent être générés par vibration d'équipement, qui peuvent être générés par votre voisin qui ronfle. En fait, c'est très, très, très large. Et ça ne se limite pas au milieu de propagation qui est l'air. Donc, l'acoustique, par exemple, qu'est-ce qui se passe en dessous de l'eau, dans différents milieux, dans différents gaz. Ça reste quand même une étude de propagation des ondes. Donc, c'est une grande sphère scientifique qu'on appelle l'acoustique. Tout à fait. Puis j'aime bien le mot scientifique parce que je suis sûre que tous les auditeurs vont dire « Wow, c'est bien plus compliqué que je pensais, que c'était juste d'entendre mon voisin, puis etc. » David, ça peut être aussi simple que ça, par contre. C'est ça, oui, ça peut être ça. Mais David, j'en profiterai pour vous permettre de nous présenter votre société, donc CIB Acoustique. Qu'est-ce que vous faites exactement dans votre quotidien? En fait, merci Valérie. CIB Acoustique, c'est une entreprise de consultation en acoustique. Bon, évidemment, je suis là pour ça. On est principalement impliqué dans le secteur multirésidentiel. Donc, on fait de la construction neuve, on fait énormément de copropriété aussi. Donc, par exemple, on est impliqué lorsqu'il y a des rénovations, des inspections à faire sur place, des tests acoustiques, des trucs comme ça. La ligne de pensée chez CIB Acoustique, c'est simple, c'est parlons-nous. Donc, commençons par avoir une belle discussion, une belle compréhension de la situation d'une personne. Suivant ça, faisons-nous un plan de match avec cette personne-là. Je me dis tout le temps, lorsque quelqu'un qui ne connaît absolument rien à l'acoustique comprend bien le plan de match et comprend bien les objectifs de ce qu'on veut faire,
normalement, c'est un bon plan. Hein. Et finalement, ben, réglons les problématiques acoustiques. On est une entreprise très axée sur le pratico-pratique. Trouvons des solutions à des problématiques. On est aussi, je crois, là, la seule entreprise qui offre un service d'accompagnement avant achat en copropriété. Donc, quelqu'un, par exemple, se dit, ben moi, je veux déménager, je veux m'acheter une nouvelle copropriété, un condo. Évidemment, cette personne-là, des fois, n'est pas en mesure de savoir est-ce que le milieu va bien répondre à ses besoins là, en termes de confort acoustique. On est capable d'accompagner cette personne-là en faisant de l'analyse, évidemment, en faisant des types de tests aussi. Et pour finir, bien évidemment, on aime être présent sur des types de formations, des types de rencontres comme ça. C'est un de mes dadas personnels, donc ça me fait plaisir d'être invité. Bien, c'est très apprécié. Ça m'amène déjà juste une petite question dans le sens où vous dites d'accompagner peut-être des futurs acheteurs et tout ça. Donc, oui. Par exemple, parce que des gens qui ont des situations particulières, exemple les travailleurs de nuit, se disent, absolument. Écoute, si j'achète ce condo-là, est-ce que je vais pouvoir dormir le jour? Naturellement, on parle toujours de bien dormir ou de bien vivre dans un environnement normal, mais vous pourriez émettre un rapport sur quelque chose? Ou absolument. Donc, certains clients, en fait, vont vraiment aller. Moi, je veux savoir, David, est-ce qu'il y a trop de véhicules qui passent dans la rue la nuit? Moi, je suis quelqu'un qui a un sommeil qui est très fragile. Donc, on est capable vraiment d'adresser toute la situation, de la performance des assemblages dans le bâtiment, donc ne pas entendre son voisin ronfler, marcher, etc., jusqu'au bruit extérieur. On est capable d'évaluer, à savoir est-ce que les règles de confort de cette personne-là vont être respectées. Un bon exemple de ça aussi, ça peut être une famille avec des jeunes enfants qui s'en vont en copropriété et que la personne sait que les jeunes enfants, quand ça court, ça fait du bruit et cette personne-là ne souhaite pas déranger ses voisins. Donc, dans quel type de propriété est-ce que je dois habiter pour faire en sorte que je dorme ou que je puisse vivre d'une manière tranquille en sachant que mes enfants puissent continuer à vivre et jouer partout. T'sais. Donc, on couvre un secteur assez large. Là. Parfait, merci. Ma prochaine question, Sébastien Trépanier de chez Acoustitech. Acoustitech, vous faites quoi, vous, chez vous? Faites-vous la même chose que David? Complétez-vous ensemble? Bonne question, Valérie. En fait, on se complète bien. Acoustitech, on est manufacturier de solutions acoustiques. On est une compagnie québécoise située en Beauce. Par contre, on est à travers l'Amérique du Nord, à travers une multitude de projets. Acoustitech est c'est un aile de la compagnie Finitech. Finitech qui existe depuis maintenant presque 30 ans dans le monde des produits nettoyants et des produits pour plancher là, à la base, qui était une compagnie de vernis à base d'eau. Suite à ça, depuis maintenant plus de 20 ans, Acoustitech a été fondée. Donc, on a notre créneau, en fait, là, dans les constructions neuves, les rénovations. On parle souvent de copropriété puisqu'on a des solutions acoustiques, mais on est aussi un manufacturier d'adhésifs pour les planchers. Donc, on a une vaste gamme, en fait, là, de solutions acoustiques là, pour répondre à un éventail là, vraiment large là, de problématiques qui peuvent survenir là, dans le marché. Là. OK, c'est intéressant, mais je sais que je vais t'amener sur quelque chose sur lequel on a travaillé ensemble, le programme Acousticondo. On va le voir tantôt. Mais ma prochaine question va être pour Maître Jolicoeur. Avec toute l'expertise que vous avez, Maître Jolicoeur, en copropriété, est-ce que c'est des dossiers qu'on voit souvent, plus ou moins souvent? Est-ce qu'on en voit plus qu'avant? Les gens sont plus sensibilisés à des gens comme le travail de David et de Sébastien. Qu'est-ce que ça peut représenter en copropriété, ces dossiers-là de l'acoustique? L'acoustique, c'est venu par vague. Il y a eu une période, il y a plusieurs années, j'ai d'ailleurs été l'avocat qui a pris la première injonction pour faire démanteler des planchers de bois franc. Il y a eu une période où les gens avaient des tapis avec des sous-tapis. À un moment donné, les gens se sont dit, au point de vue santé, ça garde la poussière, je veux avoir des revêtements de soldure. Et on a commencé à voir dans les copropriétés dans les années 90, 95, des gens qui commençaient à retirer les tapis et sous-tapis en posant évidemment des revêtements de soldure. Et souvent, on avait dans les déclarations, je parle des années 90, des spécifications sur le type de revêtement de sol. On prévoyait un tapis et un sous-tapis de qualité. À un moment donné, les gens se disaient, moi, le tapis, le sous-tapis, j'en veux pas. Alors, on a commencé à changer les revêtements de sol et là, il y a eu des débats judiciaires sur cette vague-là, le changement de revêtement.
Et parfois, les bâtiments n'étaient pas conçus pour, dans le fond, changer leur vocation en raison de l'acoustique. Et bon, ça a été une vague de procédures, d'injonctions, de décisions de la Cour supérieure, notamment en cette matière. Et après ça, ben, les promoteurs se sont aperçus que c'était plus mode. Hein. Tapis gazon, chaque verre, là, épais de même, là, c'était plus tendance. Alors là, on était arrivé dans la dynamique des revêtements du sol durs, des revêtements de plancher flottant, ça c'était peut-être moins chic. Après ça, on a eu les revêtements de plancher de bois franc, d'engineering, etc. Et avec des promoteurs qui n'avaient peut-être pas le savoir, comme les gens d'acoustique l'ont ce soir, de voir l'impact sur leur construction. Et là, il y a eu évidemment une zone de plainte de consommateurs qui avaient acheté les promoteurs en disant, écoutez, l'immeuble que vous avez vendu comme étant un havre de paix, c'est un havre de absolument pas de paix. La chicane s'installe d'un côté. Donc, c'était une autre vague aussi dans les contentieux. Et aujourd'hui, bien évidemment, on a des copropriétés qui vivent avec des installations qui ont été installées de façon peut-être plus professionnelle. Et la situation est moins, je vous dirais, différente. Mais il reste quand même toujours une chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que la déclaration de copropriété, elle est quand même annonciatrice en termes de l'acoustique. Lorsqu'on achète dans un immeuble de haut standard, les notaires vont mettre des clauses spécifiques en disant que la performance acoustique fait partie de la notion qu'on appelle la destination d'immeuble. Et j'ai bien aimé l'expression confort acoustique dans un texte de doctrine que j'ai rédigé le premier d'ailleurs là-dessus. J'avais pris cette expression, le confort acoustique. On recherche un confort acoustique lorsqu'on devient propriétaire, et si ce confort acoustique est protégé par la destination d'immeuble, ben, si on veut changer des règles du jeu, c'est une majorité très importante. Ça prend 90 % des voix pour changer les règles du jeu en matière de performance acoustique. Donc, ça a amené des débats, ça a amené des états de réflexion au point de vue juridique pour ceux qui rédigent les déclarations de copropriété. Et aujourd'hui, ça amène des débats parfois par des travaux qui sont faits dans les appartements sans autorisation, où on installe des revêtements de sol sans aller vérifier les performances qui avaient été introduites là, du point de vue des types de membranes. Et là, par la suite, ben, un week-end, on fait des travaux et là, par la suite, évidemment, les contentieux s'instaurent dans la copropriété. Maître Jolicoeur, j'aimerais en fait rajouter à ce que vous venez de dire, puis je trouve ça très intéressant. Une bonne partie de mon travail consiste aussi à travailler en amont avec architectes et promoteurs pour valoriser l'importance d'utiliser une bonne acoustique en bâtiment. Et lorsque je vous entends parler et vous dites que les vieux immeubles nécessitent des rénovations pour augmenter les performances, tandis qu'on tend à voir une vague, là, les gens ont été comme sensibilisés et aujourd'hui on bâtit de mieux en mieux. Je suis content de vous entendre dire ça, en fait. Peut-être que ça vous enlève un peu d'emploi, mais nous, de notre côté, ça prouve qu'on le fait bien. Dormez en paix. Ils trouveront toujours les moyens, les copropriétaires, de s'enquiquiner voisin avec voisin. Mais ce que je pense qu'il est important de retenir, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait l'émission ce soir, c'est un milieu, c'est une façon de faire qui n'est pas connue. Pour avoir fait des contentieux, faire des litiges, prendre des injonctions dans ma plus jeune carrière. Je me souviens, je ne sais pas s'il est encore actif, je travaillais avec Steve Davidson, je travaillais avec son père qui était des acoustiens. Les premiers dossiers, je demandais à ces gens-là qui étaient des précurseurs, là c'est des vieilles histoires, mais comment ça marche? Moi, comme avocat, je ne comprends rien, là, les bandes d'octaves et ainsi de suite. Je leur disais toujours à mes experts, j'espère que vous êtes des bons pédagogues avec le juge parce que et c'est pour ça que je suis heureux d'avoir des experts ce soir avec nous. C'est plus compliqué à expliquer que de dire on a une problématique de charpente, on a une déflexion, on a un tassement différentiel. Là, on est capable de prendre des photos alors que l'acoustique, au point de vue juridique, c'est toujours une question de perception. C'est toujours une question... je me souviens d'un dossier de nombreuses années. Une dame se plaignait d'avoir des vibrations dans sa chambre à coucher. Évidemment, au début,
on trouvait ça un peu drôle pour d'autres raisons. Et la dame se plaignait, et moi j'avais dit au syndicat, écoutez, c'est peut-être vrai qu'il y a une problématique. On a installé des instruments, puis comme de fait, madame n'était pas folle. Et c'était un moteur sur la toiture dont les coussins s'étaient écrasés. Puis quand le moteur d'un des équipements partait, ça vibrait, ça amenait du son. Alors, ce n'est pas toujours des questions de revêtement de sol, hein, c'est l'acoustique. Puis d'ailleurs, je suis content de vous avoir ce soir. C'est des problématiques d'ascenseur, c'est des problématiques de chute à déchets. D'ailleurs, j'ai écrit un texte sur la notion de valeur relative le week-end passé. Et c'est sûr que lorsqu'on détermine la valeur relative, on donne une valeur relative moindre pour les appartements à proximité des chutes à déchets. Pourquoi? Parce que ça crée parfois des problèmes de nuisance sonore, donc on va compenser. Mais c'est un monde compliqué, c'est un monde qui amène des fois des gens à saillir et avec des gens qui sont aussi innocents l'un de l'autre parce que la personne ne réalise pas qu'elle crée un trouble de voisinage par ses activités tout à fait normales et l'autre, évidemment, ne fait que focusser sur ses problèmes d'intrusion. Il faut toujours également se rappeler que les gens qui demeurent au 20e étage sont plus sensibles au bruit que ceux qui demeurent au rez-de-chaussée. D'ailleurs, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, parce qu'il y a une notion de bruit ambiant. J'aimerais ça qu'on vous entende là-dessus, qui va faire en sorte que la personne va être plus dérangée en hauteur, s'il n'y a pas de bruit, que quelqu'un qui va être au niveau de la rue avec les autobus, avec les bruits ambiants. Donc, c'est une question qui dépasse les simples revêtements de sol, là, les problématiques acoustiques. Absolument, Maître Jolicoeur. Oui, je me lance. En effet, l'acoustique ou le confort, hein, on va parler de confort ici, là, très, très, très subjectif. Ça va être différent. Hein, le seuil de sensibilité d'une personne et d'une autre peut être complètement différent. Et lorsqu'on parle de bruit de fond, j'ai aimé en fait la parenthèse qui s'ouvre. En effet, lorsqu'on procède à des études, par exemple, de nuisances sonores dans un environnement qui est campagnard, par exemple, où mon bruit de fond est très, très, très faible, je n'aurai pas le même type de problématique que dans un endroit qui va être très urbain, à proximité des routes, etc. Donc, ce qu'on constate en acoustique, il y a un côté psychologique, donc on appelle la sphère psychoacoustique, c'est que lorsque les gens voient l'acoustique, hein, donc par exemple, les gens vont voir un équipement, un condenseur sur le toit de l'immeuble du voisin, parce qu'ils le voient, ils ont l'impression qu'ils l'entendent plus fort. Hein? Et l'autre aspect à ça, c'est que la perception, en bref, la perception de ce qu'on entend lorsqu'on a un bruit de fond qui est plus élevé va être amoindrie. Donc, c'est pour ça aussi dans les contextes, par exemple, commerciaux, qu'on va utiliser des appareils, par exemple, des générateurs de bruit blanc qui vont simplement créer un petit silement, un petit grichage qui va faire en sorte que les travailleurs vont se sentir un petit peu plus privés, vont sentir que les autres ne les entendent pas ou beaucoup moins, donc vont pouvoir parler au téléphone en toute tranquillité. Donc, on va parler vraiment de psychoacoustique dans ce cas-là. Merci beaucoup. Ça m'amène à vous poser une question. Je pense que c'est encore toi, David et Sébastien, parce que naturellement, Maître Jolicoeur disait quand on achète en condo, on commence à avoir des descriptifs plus importants dans la déclaration, tout ça. Dans un premier temps, des fois, si on est le premier acheteur, les déclarations ne sont pas tout à fait finies. On n'a peut-être pas toute cette information-là pour acheter. Mais moi, si je suis sensible au bruit, y a-t-il un type? C'est quoi les types de structures? C'est quoi que je m'en vais-tu dans un 6 unités en bois et briques? Je m'en vais-tu dans un tour à condo avec du plancher de béton? Parce que des fois aussi, le béton, les gens pensent que ça coupe tout. Moi, je ne suis pas la spécialiste, mais je vous laisse répondre. Là. Ta question, Valérie, je l'adore. À la base, prenons pour acquis que tous les types de systèmes de construction qui sont disponibles, pour tous ces types-là, en fait, il est possible de les rendre performants. Je veux émettre cette hypothèse-là de base. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un bâtiment, par exemple, de bois léger que notre voisin habite dans un bâtiment de béton structural qu'on risque d'être moins confortable. Au final, c'est l'addition de tous les éléments qui constituent un assemblage, par exemple, de plancher, plafond ou de mur, qui va faire en sorte que notre bâtiment risque d'être plus confortable ou moins confortable que le voisin. Donc, dans certains cas, je ne vous cacherai pas que je peux avoir des bâtiments à ossature de bois léger qui performent beaucoup mieux, en fait, qu'une structure de béton structurale. Et
même, je vais plus loin que ça, en fait, en donnant un bon exemple de ça. Les gens, souvent, hein, par des croyances, ont l'impression, je m'en vais dans un bâtiment de béton, donc une bonne dalle de béton, je vais être très confortable et je n'entendrai pas mes voisins. Souvent, en fait, cette croyance-là vient être un couteau à deux tranchants, c'est-à-dire du point de vue du constructeur ou du développeur qui va investir dans le bâtiment. Celui-ci aussi va avoir la même croyance et va dire, ben, c'est un bâtiment de béton, hein, on peut se permettre des matériaux un petit peu moins performants, on peut se permettre des assemblages peut-être de moins haute qualité. Et c'est là qu'on peut avoir des bâtiments neufs qui ont un design tout à fait exceptionnel, mais qui sont très problématiques pour les occupants. Donc, c'est là, évidemment, c'est important de s'entourer des bons experts, des bons conseillers. Je pointe Sébastien à Acoustitech, qui sont fabricants quand même québécois de produits que je considère très haut de gamme. Donc, ces gens-là ont un éventail de produits haut de gamme et ils sont capables, par exemple, de déterminer pour tel type de structure quel est le meilleur matériel à utiliser dans le but de conserver un certain confort là, dans le bâtiment. Donc, juste pour clarifier avant que Sébastien embarque, si je suis un éventuel acheteur d'un condo qui soit neuf ou usagé, j'ai certaines choses à vérifier. Et si, naturellement, sûrement qu'on n'a pas grand monde qui aura les compétences que vous avez, David, pour vérifier ça, on peut faire appel à vous et vous dire, regarde, moi, là, c'est mon style de vie, je travaille de nuit, je ne suis pas tolérante, etc. Peux-tu regarder ça? C'est comme ça que ça fonctionne, puis on peut trouver le bon bâtiment et la bonne personne. C'est exactement ça, Valérie. Okay. C'est super important, hein? Au même titre que, par exemple, on va faire affaire avec un inspecteur, là, un évaluateur en bâtiment, va faire l'acquisition pour évidemment nous rassurer, une question d'assurabilité aussi, pour nous rassurer que notre investissement peut être bon. D'un point de vue acoustique, évidemment, écoutez, on considère que l'achat d'une propriété, ça reste quand même une des grosses dépenses qu'on fait dans une vie. Et personnellement, évidemment, je suis biaisé, hein, on va se le dire, là, mais je considère que c'est d'une importance capitale de s'assurer au prix de l'achat aujourd'hui, hein, de l'immobilier, qu'on s'en va dans un endroit qui est confortable en fonction de nos besoins et de ce qu'on fait dans la vie. Oui. Et surtout, il ne faut jamais oublier, puis des fois, comme gestionnaire, on doit le rappeler. Je suis sûre que mes collègues gestionnaires dans tout le Québec vont se sentir concernés, mais souvent, on a des plaintes de nos copropriétaires qui ont le bruit et tout ça. Et c'est important que les gens aient regardé comme il faut. Parce que vivre en copropriété, ce n'est pas de vivre dans un bungalow séparé, ce n'est pas de vivre dans une maison de ville. Il y a différents types d'habitation qu'on doit tenir en compte. Ça m'amène, par contre, je veux juste poser la question de M. Charles. Il dit des problèmes avec le voisin d'une maison de ville qui pratique un instrument de musique. C'est gênant de lui mentionner, mais vraiment, ça peut être fatigant. Alors, ça, c'est un autre bruit, parce qu'une maison de ville, on pense peut-être qu'il y a moins de problèmes, mais ça dépend comment ça marche. Totalement faux. En fait, votre question est très bonne. Souvent, là où on a des impressions que ce ne sera pas problématique, encore une fois, gardez en tête que le constructeur ou le développeur va avoir la même impression que vous. Donc, ce qui peut créer des problématiques acoustiques ironiquement. Tenons-nous loin de l'ironie. Ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'une maison de ville, je peux avoir une transmission latérale qui peut arriver. Par exemple, j'ai des enfants qui courent dans une unité et malgré le fait que j'habite par-dessus moi-même, hein, souvent je vais avoir des maisons de ville 2 étages, à côté, bien, la personne peut entendre mes enfants marcher très bien ou peut entendre mon voisin jouer de la musique. Évidemment, pour ce qui est des bruits qui sont perturbateurs, on se rapporte au Code civil. Hein. Donc, un locataire se doit de ne pas troubler la jouissance d'un autre locataire. Et ça, évidemment, Maître Jolicoeur embarqué là, si vous le souhaitez. Évidemment, au-delà de la performance d'un mur mitoyen qui peut être réglementé au Code du bâtiment, par exemple, et ce voisin-là se doit, en fait, de ne pas troubler la jouissance de son voisin. Oui, tout à fait. Ça m'amène, Sébastien, tu avais le goût d'embarquer, mais je ne veux pas perdre mon idée. Ça m'amène à parler, Maître Jolicoeur, un syndicat de copropriété. David vient de mentionner deux choses complètement différentes. J'ai des bruits d'impact, j'ai des bruits dus à la structure qui sont normales, mais qui peuvent résonner chez le voisin. Mais j'ai des bruits aussi, que je dirais des enfants qui courent avec un ballon dans une unité de condo. Juste pour aider nos auditeurs, le syndicat doit prendre place où dans ces situations-là? Là, je sais que je vous mets
dans une situation assez large, mais quand est-ce que, comme syndicat, je m'implique comme administrateur? C'est une question très, très délicate parce que les administrateurs, dans un premier temps, généralement, ce sont des gens bénévoles qui ont fait l'erreur de lever la main, peut-être dans une assemblée, puis de venir sur le conseil d'administration. On s'entend que généralement, ces gens-là, la main sur le cœur, vont vouloir s'investir pour la collectivité, mais n'ont pas forcément le degré de connaissance requise pour effectivement apprécier une problématique de ce type-là. Bon. Alors, évidemment, ils vont interpeller le conseil en disant, écoutez, mon voisin fait du bruit. Alors, il y a toutes sortes de bruits, évidemment. C'est le party général, un beau vendredi soir, il y a 60 personnes qui s'installent dans l'appartement. On s'entend que c'est une préoccupation qui n'est que passagère, inacceptable parce que, évidemment, la déclaration de pauvreté prévoit des interdits, ce genre d'activité-là. Donc, un copropriétaire peut aller voir le conseil d'administration en disant, écoutez, j'ai passé une nuit d'enfer, ils ont fait la fiesta. Et le conseil d'administration, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rappeler un peu à l'ordre le propriétaire en disant, écoutez, pensez à vos voisins. C'est une problématique passagère. Comme vous comprenez, c'est un événement, c'est une situation particulière. Bon. Mais on a la situation aussi de gens qui, du jour au lendemain, viennent de se plaindre du bruit de leurs voisins. Ils disent, c'est drôle, depuis que les Tremblay ont acquis le condo, on les entend marcher. Exact. C'est drôle, avant qu'ils soient là, les Tremblay, on ne les entendait pas marcher. Je comprends les propriétaires précédents avec 89 ans, se promenaient en pantoufles Fantex, ils n'entendaient rien. Mais là, on change les occupants. Et là, ça va changer la dynamique. Et là, on va commencer à avoir des plaintes de la part des copropriétaires en disant « je suis dérangé ». Alors, compte tenu que c'est une problématique qui est très subjective, le conseil d'administration, comment peut-il arbitrer un bruit intense ou pas intense? Donc, c'est sûr que le conseil d'administration va démontrer l'empathie requise, mais il va certainement dire aux copropriétaires, nous, on n'est pas juge, on n'est pas en mesure de dire, on est à votre écoute. Si vous êtes capable de nous démontrer qu'il y a une problématique d'intrusion sonore qui excède le caractère raisonnable de la chose, on agira. Alors là, ça amène, dans le fond, le copropriétaire qui subit l'intrusion sonore à faire sa preuve. Ils vont peut-être aller voir des gens comme David qui vont dire, écoutez, M. Dompierre, j'ai une problématique, je n'ai pas vécu ça. Et c'est là que les mesures vont se prendre. Évidemment, ça va nécessiter la collaboration du copropriétaire du dessus. Je laisserai à M. Dompierre le soin d'expliquer les techniques. Je ne sais pas, à l'époque, on appelait ça un tapping test. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est des vieilles histoires. Mais donc, une démarche scientifique qui devra être faite pour voir si effectivement c'est une problématique qui dépasse, s'il y a une norme dans la déclaration de copropriété qui dépasse, qui amène des troubles excessifs, des troubles de jouissance qui sont excessifs. Il faut quand même se rappeler une chose en droit. Lorsqu'on décide de demeurer dans un bâtiment collectif avec d'autres gens, il faut quand même avoir un degré de tolérance au bruit. D'ailleurs, je me rappelais, moi, quand j'étais jeune marié, on demeurait chez mes parents, dans un duplex à Ville-Saint-Laurent. Croyez-moi que l'acoustique, ça n'existait pas là. Samedi matin, quand mon père ronflait, d'ailleurs, on n'a pas duré dans cet appartement-là trop longtemps, on l'entendait. Et effectivement, il faut comprendre qu'il y a une ou deux générations derrière, lorsque les gens vivaient dans une maison avec 12 personnes, la tolérance au bruit était totalement différente que celle d'aujourd'hui. On est dans une zone où les gens ont des attentes qui, des fois, je vous dirais, sont peut-être excessives. Il faut quand même savoir qu'on est dans un bâtiment collectif. Mais entre excessif et de ne plus avoir la jouissance paisible des lieux, il y a un écart. Et ça, il y a une démarche, une preuve scientifique qui doit être faite par des gens comme David Dompierre pour, dans le fond, identifier la problématique. Puis après ça, c'est comme consulter un médecin. On a un médecin qui va faire le diagnostic. Après ça, il va y avoir un médecin qui va réparer. C'est peut-être le rôle de Sébastien qui est avec nous aujourd'hui, qui va, dans le fond, trouver des solutions pour éviter, dans le fond, la continuité du contentieux. Et puisque je suis dans la zone de parler de droit ce soir un tout petit peu, parce qu'on a des experts et je ne rentrerai jamais dans leur domaine de venir expliquer c'est quoi les bandes d'octave et ainsi de suite, surtout pas. Il y a cette chose qu'il ne faut quand même pas perdre de vue, c'est qu'un jour, celui qui vit l'intrusion sonore dans son appartement va devoir vendre son appartement.
Et il y a des formulaires, si vous transigez avec un courtier immobilier, qui s'appelle la déclaration du vendeur. Et dans la déclaration du vendeur, ça doit être déclaré pour que l'acheteur puisse acheter en connaissance de cause. Qu'est-ce que vous faites quand vous venez pour vendre votre appartement? Comment on décrit ça dans une déclaration du vendeur du bruit, hein, qui est très subjectif? Est-ce qu'on le cache? Est-ce qu'on le dit à moitié? Est-ce qu'on le dit en... Et là, ça amène un dilemme pour un vendeur de savoir comment déclarer la chose. Parce qu'à un moment donné, on va se faire rattraper. Il faut imaginer que l'acheteur, qui apprend quelque temps après qu'il y avait une problématique acoustique documentée dans les procès-verbaux, on en avait parlé à l'Assemblée du mois de septembre 2022 de cette problématique, il n'en a pas parlé à son acheteur. Et là, l'acheteur va aller voir un confrère en disant « Vous nous avez quelque chose, mon consentement a été vicié. » Et là, c'est un party d'avocats. C'est un party d'avocats, le vendeur, l'acheteur, la preuve, et ainsi de suite. Donc, ma recommandation, il faut régler ces problématiques-là en amont. C'est par une preuve vraiment scientifique qu'on doit faire la chose. Merci, Maître Jolicoeur. Ma prochaine question, Sébastien, Maître Jolicoeur disait tantôt, tu peux être en amont. Nous autres, ensemble, on a travaillé dans certains syndicats avec ton programme Acoustique Condo. Peux-tu parler de ça? Parce que moi, quand la première fois je t'ai rencontré, tu m'as parlé de ça, j'ai dit « Wow! » OK? Parce que les co-administrateurs, on a, Maître Jolicoeur disait tantôt, c'est des gens qui sont bénévoles, qui ont différentes connaissances dans leur milieu de vie, leur milieu de travail. Mais ce n'est pas vrai que ces gens-là sont nécessairement habilités à accepter les travaux. Et là, l'autre dit OK, puis là, je vais inventer des affaires. OK, je vais respecter la norme, je vais avoir 54, ça doit être bon. Ben oui, 54, ça sent, c'est un beau chiffre, etc. Ouais. Peux-tu nous expliquer ça? Oui, en fait, avant de dire c'est quoi le programme Acoustique Condo, j'aimerais dire pourquoi c'est venu au monde, ce programme-là. Oui. Comme tu as mis la table, en fait, il y a plus. Lorsqu'on a un copropriétaire qui fait une demande de rénovation de plancher, ça se complexifie très rapidement. On a un CA qui doit approuver la demande de rénovation. On a un copropriétaire qui sait se montrer des fois parfois très créatif avec les solutions qu'il va présenter, autant le type de couvre-plancher. On parle des fois des copropriétaires qui veulent remplacer complètement leur unité par de la céramique. Lorsqu'on sait que la céramique, c'est le couvre-plancher le plus difficile à isoler, acoustiquement parlant. La mode est au plancher chauffant, donc on a des demandes comme ça. On a aussi un détaillant de couvre-plancher qui, lui, se demande toujours s'il va proposer le bon produit. Comme on sait, en fait, l'assemblage, comme David a parlé tantôt, et la structure fait en sorte qu'on se doit de choisir le bon produit à la bonne place pour augmenter la performance. Du moins la préserver, mais si possible, l'augmenter. OK? Donc, on a un détaillant qui, lui, ne connaissant pas la structure et comment ça a été bâti, ne peut pas garantir une cote de performance au final avec son plancher et la solution acoustique qu'il va proposer au copropriétaire. On a un copropriétaire qui, à moins d'être dans le milieu, ne sait pas vraiment dans quoi il s'embarque, donc il compare difficilement des pommes avec des pommes. Il va se revirer de bord, il va chercher il va aller dans une quincaillerie, quelqu'un va être là juste le week-end, puis il va dire « Ah, voici la membrane qu'il te faut parce que c'est la seule que j'ai. » Il va magasiner sur Amazon, il va avoir des produits qui n'auront pas été testés nécessairement en chantier, mais juste en laboratoire, dans des assemblages qui ne sont pas celui du bâtiment dans lequel le copropriétaire réside. Donc, les cotes de performance promises ne seront jamais rencontrées versus ce que le copropriétaire doit lui rencontrer avec les normes qui sont dans sa copropriété. Et ça, ce n'est qu'un début, mais je crois que ça met un peu un exemple de tout le monde se cherche un petit peu, c'est time consuming, tout le monde veut bien faire, mais les gens n'ont pas les outils pour faire le travail. Tout à fait. Si tu permets juste une seconde, en fait, là, les administrateurs, eux autres, dès qu'ils se faisaient dire « OK, je vais mettre un plancher, as-tu une membrane? » Oui, je vais avoir une membrane. L'affaire était catch-up. C'était réglé. OK? On ne se cassait pas la tête avec quel genre de membrane.
Puis, on se cassait encore moins la tête à savoir, parce que tu prends de la céramique, tu ne peux pas aller avec tel type de membrane. Et c'est là que vous aidez les conseils d'administration à pas juger, mais à s'assurer d'une certaine qualité puis de confort. Exact. Pour faire du pouce un peu avec l'intro que David a fait tantôt sur les structures, on sait que chaque structure a des forces et des faiblesses. Dans l'exemple d'une structure avec une dalle de béton, structure en béton, les bruits aigus vont être le talon d'Achille de ces types de structures-là. Okay? Donc, les hautes fréquences vont être problématiques, tandis que dans une structure à ossature légère de bois, les basses fréquences vont être le talon d'Achille de ce type de structure-là. On a des produits qui sont à base de caoutchouc dans notre arsenal et d'autres qui sont à base de fibres synthétiques non tissées qui couvrent des ranges de fréquences qui sont particulièrement difficiles dans un type de structure. Donc, le nerf de la guerre, c'est le bon produit à la bonne place. Puis ça, chez Acoustic, on se fait... c'est notre promesse, en fait. Là, des fois, on va recommander des produits qu'on n'est pas manufacturier parce que c'est le bon produit qui s'installe là, c'est lui qui va être le plus performant. Donc, pour revenir au programme Acousticondo, la façon que ça fonctionne, c'est un conseil d'administration qui est intéressé à faire partie du programme. Nous, on va prendre les plans du bâtiment, on va l'analyser, comment ça a été construit, c'est où est-ce qu'on peut arriver acoustiquement parlant, c'est quoi la cote de performance possible. On voit beaucoup de règlements de copropriété qui ont demandé des chiffres qui ne sont pas atteignables. OK? Donc, c'est très difficile, même si je voudrais avoir un AIC 70 pour mettre ça très, très haut. Si mon bâtiment ne me le permet pas de la façon qui a été construit, je peux acheter la meilleure membrane sur le marché, je n'y arriverai pas. Jamais. OK. Okay? Donc, on remet les attentes au niveau de ce qui est possible d'atteindre. Suite à ça, on va former avec une rencontre le conseil d'administration. Ce qu'on parle aujourd'hui, on rentre plus dans le détail. On donne du vocabulaire, on explique c'est quoi l'acoustique. Puis, on a l'information qu'on remet au fond aux copropriétaires. Ça contient des codes de performance, mais ça donne aussi un passage de réglementation qu'ils pourraient utiliser s'ils veulent. Ça donne une idée d'une mise à jour, qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air pour se protéger aujourd'hui en 2022. Par exemple, on pourrait avoir, on a déjà eu un conseil d'administration qui nous a demandé est-ce que lorsqu'il y a une rénovation pré-sinistre, les compagnies d'assurance, eux, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent comme solution acoustique. Ça avait été un problème dans la copropriété, puis j'aimerais entendre Maître Jolicoeur peut-être s'exprimer là-dessus, mais ils nous ont demandé si c'était possible d'inclure une mention disant qu'une compagnie d'assurance devrait se conformer à la réglementation de la copropriété pour pouvoir suivre les produits ou les codes de performance qu'eux avaient mis en place. OK? Suite à ça, l'information qu'un CA va recueillir, on va la partager avec nos détaillants Acousticondo. OK? Donc, ce détaillant-là, quand le copropriétaire va venir magasiner, il va déjà avoir le pédigré du bâtiment, il va déjà savoir c'est quoi le bon produit qui va performer. Puis quand le copropriétaire va revenir au CA, il va avoir déjà la bonne information. Ça va comme tout se coordonner. Okay. Donc, si je comprends bien, et pour le connaître, c'est que les administrateurs vous envoient les plans pour regarder l'immeuble, pour regarder la construction, son type de construction, tout ça. Après ça, vous dressez avec vos produits, lorsque c'est de remplacement par un plancher comme ça exige cette membrane-là pour arriver à un standard de ça. Et suite à ça, vous proposez ce document-là que le syndicat peut servir comme de procédure maintenant pour l'acceptation des travaux. Exact. Le document contient tout ce qu'il y a à savoir sur les problématiques éventuelles en acoustique qu'il pourrait y avoir, tous les types de couvre-plancher qu'il est possible de choisir dans un magasin, puis à quelle hauteur ça va performer avec une solution acoustique qui va être au plus haut qu'on peut obtenir. Puis, en plus, un passage, un exemple de réglementation de copropriété, de rénovation de plancher qui pourrait, s'ils voulaient utiliser, là, ça leur donne du carburant, si on veut. C'est comme du pré-mâché un petit peu. Là. Donc, un copropriétaire qui voudrait arriver en utilisant et présenter une membrane, mais dans l'exemple de règlement qu'on fournit, bon, on met
les annotations là, ASTM, en fait, qui font référence à la façon que la membrane a été testée, pour être sûr qu'on compare toujours des pommes et des pommes, et pas qu'on arrive avec une membrane que personne ne connaît, qui a été testée en laboratoire, qui n'est pas réaliste, en fait. Là, donc, on s'évite d'avoir des petites surprises comme ça. OK. Maître Jolicoeur, ça m'amène à vous poser la question. Si on fait affaire avec l'équipe de Sébastien, on produit un document, tout ça, quelle est la démarche du syndicat pour officialiser, rendre valable ce nouveau document de procédure de travaux, par exemple? Dans un premier temps, il faut lire la déclaration de courtier parce que je rappelle toujours à tout le monde qu'une déclaration de courtier, il y en a de tous les types, il y a toutes sortes de clauses, il y a des déclarations qui sont plus spécifiques sur la question de la performance acoustique. Donc, première chose, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on est en train de modifier dans la déclaration de courtier. Est-ce qu'on est en train de modifier la Constitution ou est-ce qu'on est en train de modifier le règlement d'immeuble, voire même est-ce qu'on est en train de changer de destination d'immeuble? Parce que les majorités ne seront pas les mêmes. Alors, je prends l'exemple, puis c'est absolument pas le cas qui nous est présenté ce soir, mais on a des copropriétaires qui décident à un moment donné en disant, écoutez, les normes acoustiques sont beaucoup trop sévères dans la déclaration de copropriété, on va réduire ça. Alors que c'est marqué dans la déclaration de copropriété que ça prend un indice X, Y, Z, on veut la réduire. Bien, si la déclaration de copropriété vient dire que c'est tel indice, qu'on veut la réduire, bien, il y en a qui vont prétendre sur le changement de destination d'immeuble et ça nécessite 90 des voix de tous les copropriétaires pour arriver à cette finalité-là. Alors que si on modifie le règlement d'immeuble et on n'a pas du tout de normes acoustiques, c'est une autre majorité. Donc, on ne peut pas dire de façon spécifique c'est telle ou telle majorité parce que c'est en fonction de comment a été rédigée la déclaration de copropriété. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est lire la déclaration de copropriété, faire le diagnostic juridique et conclure, dans le fond, qu'on va modifier telle ou telle section. Et tout dépendant de la nature de la décision qu'on va prendre, bien, la majorité va peut-être plus élevée ou moins élevée. Ça, c'est le premier point. Je vais faire du pouce sur ce que Sébastien Trépanier nous a mentionné au point de vue des assurances. Depuis le 15 avril 2021, l'article 1073 du Code civil a été modifié en matière d'assurance. On prévoit que les syndicats doivent souscrire une police d'assurance qui doit couvrir le coût de reconstruction du bâtiment. Et là, ce qui est important dans 1073, conformément aux normes, usages et règles de l'art applicables. Alors, je pense, Sébastien, ça répond à votre question. L'assureur va devoir payer. Alors, malheureusement, il y a certains assureurs qui ne lisent jamais l'article jusqu'au bout. Ils vont couper la phrase avant de se rendre jusqu'aux règles et normes, usages et règles de l'art. Et là, il faut leur rappeler, bien souvent, merci beaucoup, Gabriel, c'est ici à l'écran. Donc, il faut leur rappeler les nouvelles règles applicables en cette matière. Donc, on le voit très bien, c'est la nouvelle mouture de 1073 du Code civil. On voit ça, je pense, 5e ou 6e ligne de l'article. Et là, c'est le combat. Et certains assureurs, c'est des combats plus intenses. Et c'est important, moi, je dis souvent, quand on a des sinistres, faites-vous accompagner d'un expert en sinistre. Valérie, on a fait une émission oui. Avec les experts en sinistre. Les gens ne réalisent pas que si le syndicat est accompagné d'un expert en sinistre, il va pouvoir se battre sur des dispositions de ce type-là. Il va dire, on a eu Mathieu Sirois à quelques reprises à l'émission. Bien là, Mathieu, il va aller se battre en disant, écoutez, ça ne marche pas votre affaire parce que la disposition du code dit telle chose. Il va défendre son syndicat vis-à-vis des offres de règlement qui ne seraient pas à la juste hauteur. Donc, oui, effectivement, c'est important lorsqu'on fait, ça donne suite à un sinistre de bien se faire indemniser avec les bonnes spécifications. Puis quand on parle de bonnes spécifications, ça nécessite des gens comme David et Sébastien, peut-être, qui vous guident en disant qu'est-ce que l'assureur nous offre? C'est-tu bon, cette affaire-là? C'est-tu bon? Est-ce que j'ai une indemnité à la hauteur? Parce qu'il faut se rappeler une chose, l'assureur, il fait un chèque. Sauf exception, il ne fait pas les travaux. Alors, il va vous donner une indemnité. Est-ce que l'indemnité que j'ai est à la hauteur de la nature des travaux? Est-ce que c'est les travaux-là que j'ai besoin? Exactement. Puis on oublie en cas de sinistre là, que ça peut avoir un impact. On peut avoir une situation, j'en ai un dossier où
j'étais impliqué dans le passé sur des pertes totales, des pertes majeures. Ben, des fois, lorsqu'on reconstruit, il y a des barres résilientes dans les plafonds. C'est important, c'est une barre résiliente. On va enlever ça, ça va donner plus de hauteur. C'est ça. Alors, il y a un devis, il y a des spécifications, on doit les suivre pour que suite à la réhabilitation post-sinistre, on n'ait pas n'importe quoi. Et ça, les gens ne réalisent pas l'importance de bien être accompagné parce que ce qui est un appartement qui performe bien en acoustique, suite à un sinistre, il ne performera pas parce que ça a été fait par des cabochons, excusez-moi l'expression. Là. Et malheureusement, en copropriété, les gens ont toujours tendance à couper court. Plus c'est simple et plus c'est vite, mieux on se porte. Surtout que ce n'est pas dans notre appartement. Ouais. Moi, c'est cher. Ce n'est pas dans notre appartement. C'est Martine qui a été sinistrée. Ça ne nous regarde pas. C'est ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Merci, Maître Jolicoeur. Sébastien, tu as parlé de votre projet Acousticondo. Comment ça coûte? Est-ce que le syndicat doit défrayer? Qu'est-ce qui... tu les rencontres combien de fois? Sur combien de temps on peut espérer, si je suis un syndicat aujourd'hui, puis mon assemblée est au mois de juin, ton étude est-tu terminée? On a-tu le temps de faire les choses? Comment ça marche? Oui. Bien, c'est un programme qui s'échelonne, là, dépendamment là, de la participation du conseil d'administration, de la façon qu'ils sont proactifs, qui dure environ 1 mois. OK? Donc, au moment qu'on s'entend pour dire on va démarrer le processus, on récupère les plans et nous, on fait l'analyse jusqu'au moment où on remet le rapport et on fait une rencontre d'1 heure pour l'expliquer et donner les bases de l'acoustique à un conseil d'administration. Je dirais que ça dure à peu près 1 mois. La façon qu'on fonctionne, en fait, pour la tarification, c'est que c'est un travail quand même de longue haleine et technique, comme on explique là, depuis le début de la web radio. C'est un montant qui, selon notre évaluation, vaudrait 1 500 $, OK, mais qui est la moitié de la facture, en fait, du programme Acousticondo est payée par nos partenaires détaillants Acousticondo. Donc, en fait, elle est réduite de moitié. Donc, pour un montant de 750 $, on a l'analyse complète, on est capable d'aller de l'avant, avoir toute l'information nécessaire pour travailler l'acoustique de notre bâtiment. Bravo. Ça vaut la peine parce que 750 $, c'est vite épuisé si on a une petite problématique. Ça m'amène une question pour David. David, on parle de normes, OK? Mais on parle de quoi? Moi, je suis un administrateur. Les FF, je ne sais pas quoi, puis tous ces machins-là. Qu'est-ce que ça mange en hiver, en fait? Comment on fait pour se retrouver? Sébastien nous dit, ben, si tu prends l'acoustie 7000 ou quelque chose comme ça va marcher, ça va te donner 63. Ça nous donne quoi? Absolument. Très bonne question, Valérie. Dans le bâtiment, en fait, il y a deux types d'indices qui vont être très utilisés. Il y en a plus qui s'additionnent avec le temps et les gens ont des exigences plus élevées, mais au jour d'aujourd'hui, on a l'indice d'isolement au bruit aérien et l'indice d'isolement au bruit d'impact. Lorsque je parle de bruit aérien, souvent, on va voir les STC, FSTC, ASTC, donc le préfixe peut changer. Lorsqu'on parle de bruit d'impact, c'est AFIIC, par exemple. Donc, on va parler d'indice d'isolement au bruit d'impact. C'est important de mentionner, lorsqu'on travaille avec ce type d'indice-là, qu'il y en a un qui est au code du bâtiment, donc qui est réglementé. À titre d'exemple, un constructeur qui veut construire un bâtiment multirésidentiel se doit de livrer un bâtiment avec des murs séparant les unités ayant un indice de performance de minimum 47 mesuré en chantier. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ce 47-là? Écoutez, en termes généraux, lorsqu'on fait du bruit aérien dans le bâtiment, les indices vont se situer entre 40 et 65 environ. Plus le chiffre est élevé, mieux ça va être et plus les gens vont être confortables. Lorsqu'on parle de bâtiments haut de gamme, donc normalement, on s'attend à avoir un confort qui est très élevé, on va s'approcher du 65. Chez Cible Acoustique, on va toujours recommander, écoutez, vous voulez quelque chose de confortable, visez un 60 et plus en termes d'isolement au bruit aérien. Vous comprenez que le code du bâtiment, exigeant un STC, un ASTC 47, donc mesuré sur chantier de 47, c'est très, très, très peu élevé. Donc, c'est vraiment le seuil minimum. Qu'est-ce que c'est un 47? C'est, écoutez, vous êtes dans votre cuisine, vous êtes capable d'entendre vos voisins parler au-dessus de vous ou à côté de vous. Vous êtes capable de repérer s'ils sont dans leur salon ou dans leur salle à manger. Et malgré le fait que l'intelligibilité, donc que vous n'êtes pas capable de comprendre ce qu'ils disent,
Si un de vos voisins commence à se fâcher ou parler plus fort un petit peu, là, vous allez être capable de l'entendre. Vous allez être capable de comprendre les mots. Donc, c'est le strict minimum. Lorsqu'on parle de isolement au bruit d'impact maintenant, malheureusement, à la réglementation, il n'y a pas de loi qui va définir, qui va obliger un développeur à, évidemment, à fournir un certain degré là, de confort ou de performance au bruit d'impact. Au code, cela dit, il y a des recommandations de différentes organisations qui va être, par exemple, la SCHL qui va recommander un minimum de 55 en termes d'isolement au bruit d'impact. Normalement, ce qu'on voit dans le bâtiment multirésidentiel, c'est, ça le sait, entre 45 et 60. Écoutez, ça dépasse des fois c'est plus bas que ça. Évidemment, on ne veut pas habiter dans un endroit où c'est plus bas que ça, hein, c'est très, très, très bas. Mais je ne vous cacherai pas qu'un bâtiment qui est assez sensible, l'installation de céramique dans les zones laboratoires qu'on appelle donc salle de bain, cuisine, on peut avoir un 45, et ça arrive fréquemment. Et c'est souvent des bâtiments comme Maître Jolicoeur qui l'a discuté plus tôt. Bon, c'est un bâtiment, par exemple, qui avait du tapis avant, hein, donc qui performait très bien. Et lorsqu'il y a eu le changement de revêtement, ça l'a complexifié, là, où ça l'a créé un petit peu de casse-tête pour les occupants. Bref, un 45, ce n'est pas problématique dans une salle de bain. Ce n'est pas non plus l'endroit où on va faire le party normalement. Cela dit, on va essayer de viser quelque chose qui est plus haut que ça. Lorsqu'on parle de haut de gamme, on va viser aussi autour de 60 en termes d'isolement au bruit d'impact. Et c'est cela. Écoutez, dans plusieurs cas dans le bâtiment, lorsque vous allez aménager ou vous avez un intérêt vers un bâtiment, Maître Jolicoeur l'a discuté plus tôt, voyez en fait la réglementation de la copropriété et cette réglementation-là dans sa structure, dans son sérieux, en fait, va être un bon indicateur du confort ou du type d'environnement dans lequel vous allez vivre. Ça nous arrive à tous les jours que les gens vont exiger, par exemple, David, fournis-moi une membrane ou recommande-moi une membrane. Évidemment, on ne fournit pas là, chez CIB, mais recommande-moi une membrane qui va performer à AIC 68, par exemple, 72. Écoutez, on a déjà eu du 82. En toute franchise, 82 là, pour un revêtement solide, c'est absolument impossible à obtenir, sauf si on a un assemblage là, de la NASA, là, tout cassé. Donc, il faut rester réaliste. Une des choses là-dedans, évidemment, c'est d'être capable d'établir le bon processus lorsqu'on veut effectuer des travaux. Et si vous me permettez, en rafale, là, je vais me permettre de discuter du processus. Lorsque vous êtes copropriétaire et que vous vous dites demain, moi, je veux faire une rénovation, mon plancher est rendu vieux, je veux le changer. La première chose à faire, et Maître Jolicoeur, corrigez-moi si je me trompe, c'est évidemment valider qu'il y ait une réglementation en vigueur dans le bâtiment. En toute franchise, vous deviez le faire avant de faire l'acquisition de votre unité. Hein? Ça va de soi, et la lire en profondeur. Ouais. Dans certains cas, les gens ne le font pas malheureusement, ou dans certains cas, le bâtiment ne possède pas ce type de réglementation-là. Le deuxième point, c'est informez-vous en fait auprès d'un professionnel afin de savoir si les exigences de votre bâtiment sont trop élevées. Est-ce que c'est quelque chose qu'on est capable de rencontrer? Certains bâtiments sont très, très, très sévères par rapport à l'obtention en fait de la norme exigée au règlement ou du seuil exigé au règlement. Et c'est tellement rare que les gens vont obtenir ce seuil-là que des fois, le syndicat va obliger, par exemple, d'arracher les planchers, va exiger des choses qui sont tout à fait invraisemblables dans un contexte réaliste. Suivant ça, on va informer évidemment votre syndicat de copropriété à l'avance. Qu'est-ce qu'on veut faire? Tenez les gens informés. Arrivez pas la veille à dire, écoutez, j'ai un installateur qui arrive demain, mes produits, mes matériaux sont déjà achetés. Vous avez Sébastien d'Acoustitech qui va savoir vous accompagner en copropriété pour ce qui est de l'Acousticondo. Évidemment, CIB Acoustique, on est là pour l'expertise technique aussi, l'accompagnement en arrière de ça. Prenez le temps, évidemment, d'éviter des histoires d'horreur, d'éviter des chicanes en vous entourant bien. Évidemment, contacter un expert qui vous accompagnera dans la sélection des bons matériaux. Faire approuver par le syndicat que les matériaux utilisés vont répondre aux exigences. Et finalement, bien, écoutez, engager des professionnels en installation. Si votre beau-frère est bon pour installer du plancher, ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas d'erreur non plus à l'installation. On voit des histoires d'horreur à tous les jours, des gens qui investissent des fortunes dans des changements de revêtement et finalement que le revêtement est mal installé, mauvaise transition, touche au mur, quart de rond, plainte. Et finalement, on a une transmission par la structure qui est affreuse. Donc, on vient perdre vraiment l'investissement qu'on vient
qu'on vient de faire. Donc, c'est pour ça qu'on va toujours recommander. Demander à un acousticien de se déplacer pendant les travaux. Ça reste quand même, c'est des bons investissements. Vous ne voulez pas de chicane non plus. C'est des travaux coûteux. On veut s'assurer que le copropriétaire, puis le syndicat, c'est pas avantageux. Souvent, il ne veut pas être obligé de demander de défaire tout ça, puis c'est des grosses batailles juridiques. Il n'y a absolument pas de... C'est très émotif. Je vous amène à quelques petites questions avant qu'on... Écoutez, j'ai encore des questions qu'on n'a pas couvertes, mais il était 57. Lorsqu'on achète neuf, la déclaration de copropriété, on la reçoit chez notre notaire. Et le vendeur peut nous dire que l'insonorisation peut être supérieure sans l'être. Mais Jolicoeur, c'est vrai que des fois, dans les projets neufs, la déclaration de copropriété, les clients ne l'ont pas reçue. Alors, c'est un peu difficile. Ouais, c'est-à-dire, d'ailleurs, je vais demander à Gabriel de mettre à l'écran, Gabriel, la fiche pratique qu'on a faite sur l'insonorisation acoustique dans la section achat, parce qu'on a fait comme un genre de due diligence. Qu'est-ce qu'on devrait faire lorsqu'on achète dans une copropriété nouvellement construite? Et les questions apparaissent ici. La construction même était assortie d'un devis acoustique. Ce devis comporte-t-il des normes d'isolation sonore suffisantes? Quelles sont-elles? Peut-on consulter et obtenir copie du devis acoustique? Dans le négatif, pourquoi? Procès indépendant a-t-il testé et approuvé l'isolation acoustique des lieux? On a mis ici dans cette fiche pratique des questions pour lesquelles vous n'aurez peut-être jamais de réponse. Si vous n'avez pas de réponse, ça se peut que dans le fond, le promoteur a un intérêt tout à fait plus ou moins important sur ces questions-là. Demandez ces questions-là, posez-les, parce que lorsqu'on vous vend un condo avec acoustique supérieure à quoi? C'est quoi votre norme? Oui. À quelle norme? C'est-tu des bruits d'impact? C'est-tu des bruits aériens? Ce soir, on a effleuré malheureusement les questions. Je suis sûr que David aurait pu nous en parler plus longuement de toutes ces questions-là de normes acoustiques. Faites vos vérifications en amont, parce qu'une fois que vous allez avoir acheté l'appartement, ça va être très difficile de faire marche arrière de ce côté-là et essayer de mieux comprendre ce qu'il en est. Alors, sur le site Condolégal, vous avez, c'est pas exhaustif. D'ailleurs, je sors un livre sur l'achat et la vente en copropriété qui va sortir le 8 mars prochain chez Wilson et Lafleur. C'est la Bible de ce qu'on devrait vérifier avant d'acheter. Je traite de la question de l'acoustique, pas avec toute la précision que Sébastien et David nous ont donnée ce soir, mais c'est réellement un élément à considérer. Et lorsqu'on achète dans une copropriété déjà constituée, on peut lire la déclaration, on peut voir s'il y a des dispositions particulières sur l'acoustique avant de prendre sa décision finale. Et c'est un élément fondamental à regarder. Et le dernier point aussi, je voudrais signaler, on a eu beaucoup d'immeubles transformés à Montréal, des églises, des anciens entrepôts, des écoles. Ben, attendez-vous pas pour forcément avoir une grande performance acoustique dans ces bâtiments-là. C'est de toute beauté à regarder des poutres de bois, le dessous des planchers, mais ça se pourrait que ça soit moins agréable à l'oreille, à moins qu'ils aient fait une opération miraculeuse. Et mes expériences dans les vieux bâtiments du Vieux-Montréal, ça ressemble des fois à une passoire. Peut-être beau essayer de bloquer des trous. Je ne suis pas sûr qu'on est toujours capable de tout bloquer. Donc, il faut accepter, si on veut acheter un bâtiment patrimonial, avoir un degré de performance qui va être moins élevé que dans une construction neuve. En tout cas, je laisserai les spécialistes. Pas parce que c'est une église qu'on achète qui va avoir des miracles, c'est ça que vous voulez dire? L'eau bénite est enterrée, ça se peut que le miracle ne se fasse pas. C'est ça. Là, je suis obligée de prendre 2 minutes plus tard que 20 heures parce que j'ai des petites questions. Puis, messieurs, en rafale, David ou Sébastien, les indices sont-elles en décibels ou autres indices établis pour l'acoustique? Quand on dit 63, c'est quoi exactement? En fait, la question est très bonne. La norme va faire référence à un décibel qui va être un indicatif là, vraiment de la performance. Faites attention, cela dit, j'ai beaucoup de conversations avec mes confrères là, par rapport à l'indice. C'est quoi l'unité de cet indice-là? Hein? Lorsqu'on parle de STC, lorsqu'on parle de IIC, il faut comprendre que c'est un calcul qui se fait sur une très large gamme de fréquences, c'est-à-dire des sons qui vont du grave à l'aigu. Et ce calcul-là prend en considération aussi la sensibilité de l'oreille humaine. À titre d'exemple, l'oreille humaine est beaucoup plus sensible aux bruits qui sont très aigus que les bruits qui sont graves. Donc, en termes d'indice de performance, ça va de soi que si le plancher, par exemple, laisse passer des fréquences qui sont plus aiguës, on va être plus pénalisé sur l'indice que si ces fréquences-là étaient graves. Donc, ça va nous donner une idée, le décibel du comportement. Cela dit, ce n'est pas tout et ça ne qualifie pas
le type de confort qu'on va avoir dans l'espace. Il faut procéder à une analyse fréquentielle pour ça et on vous recommande évidemment de travailler avec un expert. Parfait. Maître Jolicoeur, si notre déclaration ne comprend pas d'article sur l'acoustique du bâtiment, devons-nous en ajouter? La réponse est oui, mais qu'est-ce qu'on va rajouter? On ne fait pas des modifications de déclaration de côté sans consulter des gens qui s'y connaissent, parce que, excusez-moi l'expression, d'un bâtiment, c'est comme un complet sur mesure pour un homme. Il y en a des petits, des grands, etc. Alors, et de ne pas mettre des normes acoustiques qui sont irréalistes aussi. Donc, un travail juridique, mais également un travail avec des experts comme nous, qu'on a avec nous ce soir. Oui. OK. Sébastien, si on établit une norme en 2022 avec des services comme ceux d'acoustique et qu'on émet une nouvelle réglementation, faut-il prendre des mesures dans chaque appartement et refaire les couvre-planchers de ceux-ci qui n'ont pas atteint la norme? En fait, si je ne me trompe pas, Maître Jolicoeur, vous me corrigerez, mais ce qui a été fait avant la mise en place d'une nouvelle réglementation, c'est comme une clause grand-père, en fait, là. Et la façon qu'on travaille, nous, c'est en analysant la structure et la composition d'un bâtiment existant. On se réfère et on fait une évaluation à plus ou moins 2 points. Là, en fait, on a des milliers de tests acoustiques dans des structures qu'on a de disponibles, dans des structures semblables aux bâtiments qu'on analyse. Donc, on est capable déjà d'avance de prédire la performance acoustique à plus ou moins 2 points. Donc, on n'a pas besoin de faire un test acoustique absolument pour obtenir, mettons, faire le processus acoustique-condo qu'on parlait tantôt. Si je peux me permettre aussi, Valérie, c'est une très bonne question. Faites attention et appelez un expert lorsqu'on parle d'arracher un revêtement qui est des fois fraîchement installé parce qu'il ne répond pas à des standards. On doit s'assurer, on doit faire la démonstration, en fait, qu'il y a une cause qui est valable à ça, de l'arracher. Hein. C'est énormément de sous. On voit souvent ça, en fait, c'est très territorial aussi. New York, Chicago, quand on travaille là-bas, c'est très fréquent ce type de demande-là, mais entourez-vous d'experts avant de commencer à demander à vos copropriétaires d'arracher leur revêtement. OK. Je reste 2 questions. Je veux pas. On a quelqu'un qui dit qu'il faudrait que les courtiers immobiliers prennent des cours sur les ventes de copropriété. Là-dessus, Maître Jolicoeur en donne tellement avec les courtiers immobiliers. On les invite naturellement à les suivre, ces formations-là, parce que vendre du condo, c'est une spécialité. Ce n'est pas, c'est pas pareil comme vendre du bungalow et ces choses-là. Et Maître Jolicoeur, on espère que les gens vont continuer de s'inscrire à vos formations. Je pense que vous leur en donnez le samedi ou des choses comme ça. Il y a un autre commentaire qui dit, est-ce que les constructions neuves, il faudrait que les constructeurs neufs soient honnêtes. Au-dessus de chez moi, il y a un enfant qui saute, qui joue le ballon, car la vendeuse a dit que j'entendais rien. Donc, c'est un mensonge qui crée un problème de voisinage. Bien, effectivement, ça peut causer un problème. Il y avait une question que je voulais surtout couvrir qui était sur des bruits de tuyaux. Nous avons eu des problèmes de tuyaux mal fixés à l'intérieur des murs qui faisaient du bruit lorsque les copropriétaires prenaient leur douche. Est-ce que ces questions-là, c'est des choses qu'on mesure par le bruit? Est-ce qu'on découvre ça par un bruit, par des gens comme vous, David? Est-ce que Absolument. Okay. Absolument, question qui est très, très bonne. Donc, lorsqu'on fait de l'acoustique, comme chez CIB Acoustique, on travaille le côté donc transmission des ondes dans l'air. On parlait du bruit qu'on entend avec nos oreilles. On va traiter aussi des vibrations, donc ce qui est causé par le mouvement donc, de tuyauterie, par exemple, dans le cas présent, là, et par où cette énergie-là va passer. Hein, des fois, ça peut être un tuyau qui peut être très loin ou un équipement qui peut être très loin et l'énergie suit des poutrelles ou suit un chemin structural pour parvenir finalement à faire vibrer notre mur et nous faire entendre la machine qui est peut-être très, très à l'autre bout du bâtiment. Tu sais, des fois, c'est assez effrayant. Donc, oui, on est capable d'identifier des causes ou des sources de bruit. Évidemment, il y a des réglementations municipales. On n'a pas abordé ce point-là. Il y a des réglementations municipales qui peuvent s'appliquer aussi au bruit. Des réglementations, des recommandations, par exemple, de l'Organisme mondial de la santé qui va émettre, par exemple, la nuit. Bon, on ne peut pas avoir un certain type de bruit qui arrive entre 10 et 15 fois et qui peut être dérangeant à un certain niveau pour ne pas perturber le sommeil. Donc, on a des références comme ça qui nous aident à émettre des rapports avec des recommandations qui sont éclairées. J'ai l'impression, Valérie, qu'on aura peut-être une deuxième émission parce que... C'est ça que j'allais dire, Maître Jolicoeur. Je crois, avec tout respect, c'est très, très passionnant. En tout cas, merci à vous deux sur la qualité de vos interventions, mais
on a encore beaucoup plus à dire en matière de problématiques acoustiques. Il va falloir les réinviter. Avec plaisir. On va devoir les réinviter, c'est ça. Avec plaisir. Merci à vous tous. Merci, Maître Jolicoeur. Merci, Sébastien Trépanier d'Acoustitech. Merci, David Dompierre de CIB. Je crois que les gens qui ont écouté vont pouvoir avoir des solutions avec des experts comme vous et dans tous les domaines, dans vos 3 domaines respectifs. Merci à tout le monde. Dans 2 semaines, merci à Gaudreau Assurance pour le partenaire de la soirée. Dans 2 semaines, nous allons nous rencontrer le lundi 11 avril. On fait exception puisque le 13 avril est un agenda chargé où il y a le lancement du livre de Maître Yves Jolicoeur. Donc, on va faire la web radio le 11 avril à 19h et c'est sur les bornes de recharge un autre dossier qui est, on se comprend avec le coût de l'essence, qui est à la mode ces temps-ci. Donc, merci à vous tous d'avoir été présents. Merci encore, Maître Jolicoeur, Sébastien Trépanier, David. Bonne fin de soirée. Bonsoir. Plaisir. Merci à tous. Merci tout le monde. Merci. Au revoir.